Festival Oh les beaux jours, 3e édition, 28 mai-2 juin 2019, Marseille. Friction littéraire en podcast. La Trace et Laura, rencontre avec l'écrivain Arnaud Bertina et l'historien et professeur au Collège de France Patrick Boucheron, enregistré en public au Musée d'Histoire de Marseille. Bonjour à tous. Et merci infiniment d'être aussi nombreux pour venir écouter Patrick Boucheron. Merci évidemment au Musée d'Histoire de Marseille d'accueillir cette rencontre. Évidemment, ça a du sens pour recevoir un historien aussi éminent que Patrick. Et puis merci aussi à l'équipe du festival d'avoir organisé à la fois le festival et puis plus précisément cette rencontre qui, j'espère, vous enthousiasmera. Peut-être en mot d'accueil, la petite difficulté qui se présente, c'est, étant donné la renommée de ton travail, étant donné aussi l'audience de ton travail, j'imagine qu'il y a aussi bien dans la salle des gens qui sont spécialistes peut-être des questions que tu abordes, notamment autour du Moyen-Âge et du Moyen-Âge italien, comme aussi bien peut-être des gens qui te connaissent plus par les émissions de radio et de télé, et que donc il faut arriver à parler évidemment à tout le monde. J'ai proposé il y a quelque temps à Patrick de commencer peut-être la rencontre par un peu une description de son travail d'historien, puisqu'il a il me semble, une définition de sa pratique et de sa passion pour l'histoire qui est assez hétérodoxe, en tout cas qui fait systématiquement débat. Et donc on va essayer avec lui à partir de citations, de tirer de ses livres, on va essayer de parcourir un petit peu l'étendue de ce qu'il entend dans le mot histoire ou dans le mot historien, avant d'en venir plus précisément à son dernier gros œuvre, La Trace et Laura, qui est un livre absolument passionnant et qui nous emmène en Italie entre le IVe siècle et le XVIe siècle. L'audience du travail de Patrick explique en partie que je me retrouve à cette place, c'est-à-dire je ne suis ni historien ni spécialiste des questions abordées par Patrick, et je ne connais ces questions justement que par ses livres. Je vais donc commencer par vous demander aussi bien à Patrick qu'à vous la plus grande indulgence, de laisser vos tomates à l'extérieur de la salle ou dans le sac si jamais vous les aviez préparées. Mais voilà, c'est un travail qui est passionnant précisément parce que justement il déborde de l'histoire. Il va jusqu'aux confins de la littérature et de l'histoire, jusqu'aux confins de la littérature et de la politique. Et donc c'est peut-être à ce titre-là que quelqu'un d'aussi ignorant que moi peut se retrouver un jour à l'interroger. Alors je le disais, Patrick, pardon pour le tutoiement, mais ça y est, c'est trop tard. Ton travail, en fait... Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. C'est la première situation. Alors je rétablis le mouvement, alors. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc j'ai trouvé plusieurs, en reparcourant tes livres, en tout cas une partie de tes livres, puisque évidemment ta bibliographie est aujourd'hui immense et il est très compliqué d'en faire exactement le tour, mais dans plusieurs de tes livres, j'ai trouvé donc quelques petites citations que je voudrais t'amener à te proposer de commenter ou de redéployer aujourd'hui. Dans un petit livre qui s'appelle « Comment se révolter », par exemple, j'ai trouvé cette phrase « L'histoire est un art de l'émancipation. Elle montre qu'à tout moment, de quelque façon qu'on puisse l'inventer et pour tout le monde, une autre histoire est toujours possible. » Et dans ta leçon au Collège de France, j'ai trouvé ceci. « Ce que peut l'histoire, c'est aussi faire droit au futur non advenu, à leur potentialité inaboutie. » Qui est une phrase assez dingue, assez provocante. Alors, à lire ces deux phrases, est-ce qu'on peut dire qu'en tant qu'historien, tu te méfies de l'autorité des dates, de l'autorité des événements peut-être, et qu'il te semble toujours nécessaire de décrire tout ce que l'événement a écarté peut-être, pour rendre justice en fait à la complexité d'un moment précis? Me voilà donc exégète de moi-même, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle, mais enfin, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est d'être parmi vous, et je vous remercie de votre accueil et de tes questions. La première chose que je pourrais dire pour commenter effectivement ces deux citations, l'une adressée dans un théâtre à Montreuil à
enfants de 12 à 16 ans, et l'autre, dans des circonstances particulières, la leçon inaugurale au Collège de France, c'est qu'il me revient effectivement cette phrase de Marc Bloch qui disait qu'être historien, c'est savoir parler du même ton aux doctes et aux écoliers. Du même ton, je ne sais pas, mais en tout cas, avec la même exigence et la même intensité et la même adresse. Et au fond, puisque tu me demandes ce qu'est l'histoire, ce qui me revient aujourd'hui, ce qui me permet de donner une définition commune de l'histoire, même si je ne suis pas certain que les historiennes et les historiens aient comme devoir ou comme nécessité de produire des récits communs, mais au moins peuvent-ils s'entendre sur leur pratique, sur la description de leur pratique. Tu viens de donner ce mot qui me paraît essentiel, la description. Pour moi, l'histoire décrit, elle ne proclame pas, elle ne prédit pas, elle décrit, elle ouvre les possibles, elle partage le trésor d'expérience. Et alors, on pourrait dire de l'histoire, on pourrait la définir très simplement comme Hannah Arendt l'envisageait, l'imaginait comme philosophe, si tant est effectivement que l'histoire doit se montrer accueillante à tout ce qui la déborde et qu'en tant qu'historien, je me dois aussi justement de saisir, de ressaisir tout ce qui peut, au fond, toutes ces échappées belles au-delà de la discipline historique. Et Hannah Arendt disait ceci, en substance, que tout le monde peut comprendre, qu'un enfant peut comprendre et que, effectivement, nous tous, quels que soient nos parcours ou nos spécialités, peuvent entendre. C'est que l'histoire est l'art de se souvenir de ce dont on est capable. C'est un art, d'abord. C'est un art de se souvenir et non pas un devoir de mémoire. Ça veut dire que tout est effectivement dans l'agencement, en fait, de ces possibles, de ce dont les femmes et les hommes en société sont capables, du meilleur et du pire, tout le monde le comprend. Et donc, dès lors, ça veut dire que, oui, l'histoire n'est pas simplement la chronique de ce qui a eu lieu, mais l'art d'ouvrir le passé. C'est-à-dire d'en chercher les... Alors là, en l'occurrence, effectivement, je faisais allusion à une des évolutions de la discipline. Et il me faudrait, à partir de ce moment-là, effectivement, citer les noms derrière, effectivement, ces propositions. Donc là, en l'occurrence, un livre de Pierre Saint-Caravello et Quentin Delormeau qui s'appelle « Pour une histoire des possibles », c'est-à-dire une manière, au fond, de montrer que l'histoire ne fait pas simplement récit chronique, disait Walter Benjamin, de ce qui a eu lieu, mais de tout ce qui, à un moment donné, est rendu possible par le fait que quelque chose a lieu. Et donc, cela offre, effectivement, cela ouvre grand, je dirais, la porte du récit. Et cela aussi contrevient à, je dirais, la manière la plus ordinaire que les historiens ont eu de faire leur métier, je veux dire, historiquement. C'est-à-dire, historiquement, quand je dis l'histoire est quand je dis aux enfants, l'histoire est un art de l'émancipation, je sais bien que je suis à contre-pente de ce qui dévale depuis si longtemps. L'histoire... Historiquement, c'est pas ça. L'histoire, c'est un art d'acclamation des pouvoirs. Et puis des déterminismes, d'une certaine manière. C'est une école de la fatalité. C'est-à-dire, c'est pour effectivement apprendre des dates, tirer des chronologies au cordeau et les tirer au cordeau pour que chacun file droit. Et donc, montrer que, au fond, c'est déjà écrit d'avance et qu'il suffit d'une main ferme de prolonger la courbe, qu'elle soit providentielle, nationale ou révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est une machine à construire des continuités. Dès lors, effectivement, qu'on n'est pas exactement dans cet art, mais qu'on pense que l'histoire est un art des discontinuités, des désaccords, des désajustements, etc., donc des possibles, on se trouve effectivement en porte-à-faux avec une historiographie qui est en porte-à-faux, mais pas en dissidence. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que ce dont je parle, c'est d'une pratique très large, très partagée par mes amis, ma génération, celle qui suit, etc., mais qui n'en demeure pas moins, au regard de l'histoire, une pratique minoritaire. Donc ça, c'est important parce que, effectivement, une des
des malentendus de voilà, ce que tu as appelé mon audience, c'est que je me dois maintenant, pour des raisons personnelles et institutionnelles, de défendre la pratique de l'histoire, mais je me dois aussi de la défendre depuis ma propre situation, qui est de ne pas être un historien tout à fait comme les autres, enfin en tout cas de chérir ma singularité, parfois ma solitude. Et ce livre chérit ma solitude, au point effectivement de... Enfin on en parlera. Là, tu viens de parler de discontinuité. Dans la leçon inaugurale au Collège de France, ce que peut l'histoire, tu écrivais, c'est tout cela l'histoire, pourvu qu'elle sache accueillir du même front les lenteurs apaisantes de la durée et la brusquerie des événements. C'est une expression magnifique, les lenteurs apaisantes de la durée, et je crois pouvoir dire que une de tes façons de lire l'histoire, c'est justement de vouloir toujours faire entendre le temps long de l'histoire. Donc d'un côté peut-être les discontinuités dont tu viens de parler, et de l'autre côté aussi en même temps montrer qu'il n'est pas possible de segmenter, de saucissonner l'histoire, et qu'au contraire il faut être capable de voir un phénomène de transformation, mais sur de très très longues durées. Il ne faut pas la couper en tranches, comme disait Jacques Le Goff, mais évidemment, on parlait des enfants, pas... Beaucoup d'enfants rêvent d'être historiens, certains, plus nombreux, archéologues. Et moi-même, c'est par une pratique voilà, de l'archéologie que j'en suis venu à l'histoire. Donc assez naturellement, lorsque on fouille, eh bien, on comprend physiquement, enfin, on éprouve en fait qu'on ne sait du passé que ce que les affleurements dans le présent de ce passé ancien veulent bien, au fond, porter à notre connaissance. On ne sait du passé que ce qu'on comprend, de ce qu'on croit vrai, de ce que les documents ont conservé, disait Henri-Irénée Marou. Donc il y a toute une série, effectivement, de remontées qu'on l'on croit sédimentaires, mais justement, lorsqu'on fait un peu d'archéologie, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça et que le temps n'est pas sagement étagé. Et que, justement, il y a des pressions, il y a des séismes, il y a surtout des répliques qui font que, parfois, il y a des remontées, des surgies brutales de quelque chose qui est très en dessous et qui vient, au fond, dépasser les agencements plus récents. Voilà. Donc, on peut dire simplement qu'être médiéviste, c'est être différemment contemporanéiste, c'est-à-dire d'aller chercher dans le passé, qui est du temps sédimenté, la partie la plus ancienne de notre aujourd'hui, mais la plus active. Bon. C'est-à-dire que je m'intéresse moins au passé qu'à ce qui, dans le passé, ne passe pas et demeure toujours, oui, je ne peux pas dire autrement, actif, vivant, réactif. Et donc, c'est notre dernier passé-présent. Uh-huh. Celui avec lequel nous ne sommes pas encore séparés. Mmh. Et le travail, effectivement, des historiennes et des historiens est toujours dans cet aller-retour, d'aller le ramener à soi, tout en montrant que, exactement comme un archéologue, il ne faut pas non plus tout saloper dans la stratigraphie. Il ne faut pas y aller avec... voilà. Donc il faut agir avec tact et ne pas éclabousser de nos affects, de nos envies, de nos impatiences, un passé que l'on doit sauver. Tu dis dans... je pense que c'est à nouveau dans la leçon au Collège de France, les textes anciens, intimes de les lire lentement, les objets modernes précipitent notre désir de répondre au plus vite aux urgences du présent. Là encore, c'est une très très belle formule et qui dit autrement ce que tu viens de dire sur justement le dialogue entre une spécialité qui peut sembler, voilà, le Moyen-Âge italien peut sembler peut-être assez loin de nous, et en même temps, en tant qu'individu plongé dans le monde, tu te sens aussi requis par le présent, et donc ton activité intellectuelle, c'est en permanence de faire ces va-et-vient entre les deux... Oui, ce qui a à voir sans doute avec un rapport que d'aucuns pourraient juger embarrassé, mais qui est assurément inquiet avec la notion même d'engagement, étant au-delà de l'engagement dans le travail intellectuel collectif qui est, pour moi, je dirais, la dignité même de ma profession.
Mais quel est ce rapport de présence, absence d'un passé dont on voit bien que s'il nous revient, c'est aussi pour, au fond, jeter des lueurs d'intelligibilité sur notre présent, et on est bien d'accord que, voilà, la plupart des historiens cherchent refuge, sans doute, dans le passé, un abri. L'érudition est un abri, c'est une cabane dans laquelle, effectivement, de manière enfantine et butée, on peut effectivement se réfugier contre la méchanceté du monde. Et je ne méconnais pas ça. Je le pratique. C'est une manière aussi de se protéger. Et nous savons bien, puisque effectivement, les beaux jours, quand même, célèbrent la cause des livres. Nous savons bien de quelle coque, au fond, solide et douce, les livres peuvent être finalement dans lequel on peut se loger. Mais on ne fait pas ça pour rien, on ne fait pas seulement ça pour soi. Il y a un moment où on retrouve là-dedans quelque chose qu'on a envie de relancer. Et de relancer, effectivement, en montrant que parfois il y a des surgissements inattendus. Voilà, c'est comme le karst, quoi. L'histoire des possibles, c'est l'idée qu'il y a il y a la surface, et puis il y a des fleuves souterrains qui trouvent leur point de résurgence, parfois brutalement. Et d'où effectivement le jeu entre les longues durées et la brusquerie de l'événement, et d'où ma méfiance qui, devant, au fond, ce qu'on attend le plus souvent des historiennes et des historiens, qui est d'être, au fond, les pompiers de nos propres émotions face à l'événement, dès que quelque chose advient. Dès que le temps bondit, surgit, alors d'abord on s'emballe et puis ensuite on réfléchit, et donc on va à des micros ou sur des plateaux télé inviter des historiens, et on attend d'eux implicitement qu'ils disent ça a déjà eu lieu, c'est plus compliqué que ça, n'allez pas trop vite, ne vous emballez pas, etc. Et bon, ça, c'est une sorte de déformation professionnelle, d'aller chercher des précédents, d'aller comparer. Or, on sait bien, par exemple, que quand il y a une poussée révolutionnaire, comparer la révolution, c'est une manière de l'annuler, de la neutraliser, de la calmer, de la discipliner. C'est ce que l'essai sur les révolutions de Chateaubriand en 1797, donc au moment où l'événement est en cours, cherche à faire, et puis lui-même se laisse déborder en disant « mais non, en fait... c'est absurde, il se passe bien quelque chose. » Donc je me méfie de ces lenteurs rassurantes des longues durées. Je pense que parfois, il faut prendre date, il faut effectivement se faire simplement le chroniqueur désemparé de ce qui surgit. Et là encore, je pense à l'archéologie. Des fois, on fouille, et puis vous savez, on fouille et on détruit au fur et à mesure qu'on fouille. Donc c'est quand même une responsabilité. Et la vraie responsabilité de l'archéologue, c'est quand vraiment il ne comprend plus rien, il arrête. Il rebouche et il dit d'autres, avec d'autres idées, d'autres techniques, comprendront. Il note, et il note surtout ce qu'il ne comprend pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, le plus passionnant de l'archéologie, mais je parle d'archéologie matérielle, mais en fait, ce que je fais, c'est de l'archéologie textuelle, donc c'est un peu la même chose, c'est des reprises de fouilles. Et donc, on va chercher dans les carnets des anciens fouilleurs ce qu'ils ont noté sans le comprendre. Mais n'importe quel lecteur d'un roman de James Ellroy comprend ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand on bute, quand vraiment l'énigme est là, qui a, disons, un crime non résolu, on va aller lire les journaux de l'époque ou reprendre les carnets des enquêteurs d'alors qui ont pu noter à leur insu un indice qu'ils n'ont pas compris. Mais voilà. C'est pour ça qu'au fond, le plus important quand on est enseignant d'histoire, c'est de dire
je reviens à ton idée de la description, parce que c'est comme ça que se conjoint vraiment, sincèrement, la littérature, les sciences sociales et leur visée de connaissance et d'émancipation. C'est l'idée que seule la description est révolutionnaire sur le long terme, que toutes les proclamations vont prendre de l'âge, mais que dès lors que quelque chose a été correctement décrit, c'est placé là, c'est disposé, ça peut revenir, c'est à l'usage en partage. Et donc, ce qu'on doit faire lorsqu'on enseigne, c'est dire n'allez pas trop vite à l'interprétation. Retenez-vous, décrivez. Tu viens de parler d'engagement, tu viens de parler d'inquiétude. Est-ce que dans le fait d'intervenir pour commenter l'actualité, par exemple en 2015, tu avais dit au micro de France Inter, cette idée est patente, tu disais les attentats de 2015 sont un événement historique car ils ont été très très vite recouverts par les discours. Et donc, est-ce que dans ta façon comme ça de parfois commenter l'actualité, est-ce qu'il y a aussi l'excitation de voir l'histoire en train de se faire, c'est-à-dire justement de voir ces discours tomber les uns après les autres et te dire, tiens, de la même manière que pour la vie d'Ambroise de Milan, je vais me retrouver très très vite face à un entassement de textes, à un entassement de discours qui vont recouvrir l'événement et qui vont devenir tout d'un coup un vrai champ de travail pour l'historien. Excitation est ma boussole inverse. C'est-à-dire que c'est Carlo Ginzburg qui, au fond, m'a appris, enfin nous a appris, à ne pas entendre ceux qui sont excités par les événements. Voilà. Dès lors que quelqu'un trouve dans l'événement une brèche pour s'exprimer, exister, intervenir, s'engager, il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Du point de vue de l'histoire contemporaine, c'est évident. On voit bien qu'il y a chez beaucoup des collègues d'histoire du temps présent. Alors voilà, pour moi, c'est vraiment... Je crois avoir l'oreille fine pour ça. Je suis éditeur. Prenons, par exemple... Donc je publie des livres et j'essaye de publier des livres qui, voilà, ont différentes qualités, j'espère, et dont l'une consiste à tenter quelque chose, risquer quelque chose dans l'écriture. Voilà. Si vous prenez par exemple ce que Henri Rousseau appelle la dernière catastrophe en date, le Rwanda, le génocide du Rwanda, évidemment... il y a une sorte de... Pour des gens qui travaillaient sur d'autres crimes de masse, il y a... le temps s'ouvre. Ils peuvent y aller voir. Certains sont restés calmes, d'autres pas. Ceux qui, à un moment donné, même minusculement, ont ressenti de l'excitation face à l'événement en cours, c'est peut-être injuste, c'est un peu brutal, mais on ne peut pas tout lire, on ne peut pas tout éditer. Ils n'ont pas mon audience. Les autres, qui ont effectivement calmé sans cesse cette excitation. Voilà. Donc, la question de... Non, je ne suis pas là pour commenter l'actualité. Maintenant, effectivement, ce que tu disais, c'est dans des conditions très particulières, puisque avec Mathieu Riboulet, puisque c'est ça dont tu parles, ce petit livre qui s'appelait « Prendre date », donc qui est, au fond, qui fait le récit à deux d'une conscience... c'est l'histoire d'une conscience, comme on aurait dit au XIXe siècle, sauf que cette conscience est partagée, enfin, est disputée, hasardée entre deux hommes qui s'interrogent, et ça se loge à un moment qui est le moment le plus dangereux. Voilà. C'est-à-dire quelques semaines, quelques mois après, au moment où effectivement l'événement est en train de devenir ce qu'on a dit qu'il était. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, ça y est, c'est fait, on va dire Charlie Hebdo. C'est-à-dire, on va parler du 7 janvier, ni du 8, ni du 9. Donc il y a toujours une restriction.
Donc l'événement, comme le disait l'historien du temps présent, Pierre Laborie, l'événement est ce qui advient de ce qui est advenu. Donc, ce qui advient de ce qui est advenu, ça se décide très vite, dans les premières heures. Voilà. Et ensuite, les semaines et les mois de bruit intense autour de l'événement vont figer un discours qui ensuite va s'interposer entre l'événement et nous. Puis ensuite, après, viendra le temps de l'histoire où, effectivement, on va décaper toute cette merdasse. Voilà, c'est-à-dire exactement comme en archéologie, quand il y a eu une éruption, je ne sais pas, Pompéi, il y a 7 mètres de lapillazie. Je dis, voilà, on dégage, on décape. Bon. Mais ce travail de décapage, c'est après. Nous, on s'est mis dans le moment dangereux. Mais alors, je crois qu'il n'y a aucune... ni lui... Enfin, nous faisions notre métier d'homme. C'est-à-dire, voilà, la rude tâche de vivre. Rien d'autre. Rien d'autre que ça. Et il y avait ni histoire ni littérature là-dedans. D'accord. Alors, tu viens de citer Mathieu Riboulet et puis ce petit livre d'échange que vous avez fait ensemble, mais on l'a aussi, je crois, deviné ou sous-entendu dans tes premières réponses. Ton lien à la littérature est un lien très très fort. Je trouve dans tes livres, je trouve deux positions, non pas contraires, mais qui ne disent pas exactement la même chose. Dans Comment se révolter, par exemple, tu dis « La littérature comprend de l'histoire tout autant et parfois davantage que l'histoire des historiens ». Alors ça, c'est un plan. Et sur un autre plan, dans Léonard et Machiavel, publié en 2008, qui est peut-être le livre avec lequel, tout d'un coup, ton travail a le plus circulé, j'ai trouvé cette citation qui est très belle. « Voilà ce qui sépare l'historien de l'auteur d'histoire. Constatant qu'un rendez-vous fut manqué, donc entre Léonard de Vinci et Machiavel, l'auteur d'histoire s'engouffre dans la brèche, saisit l'opportunité, prend la place des protagonistes absents et joue son jeu. Plus scrupuleux ou simplement moins courageux et toujours en retrait, l'historien tente de comprendre pourquoi le rendez-vous n'a pas eu lieu. Sachant qu'il est toujours un peu mystérieux, qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, il interroge paisiblement le silence. » Est-ce que tu peux, à partir de ces deux citations-là, l'une qui peut être entendue comme une sorte d'éloge de la littérature et l'autre qui peut être entendue au contraire comme une critique adressée à la brusquerie de certains écrivains qui pensent que puisqu'il n'y a rien, allez hop, inventons. Est-ce que tu peux dire comment tu te faufiles à travers ça ? C'est pas tellement une critique. Je pense effectivement que voilà, c'est ce que Pierre Sange dit, la littérature a horreur du vide, et donc dès qu'elle trouve des amorces, eh bien elle met le feu aux poudres. Voilà, que pour elle, toute amorce est une mèche à allumer, à rallumer, et ça ne la met pas à l'abri de toute critique. La difficulté, c'est effectivement que les historiens ne doivent pas chercher dans la littérature un point d'invulnérabilité. C'était une des critiques qu'on a pu faire à Léonard et Machiavel. C'était au fond que cette mise en beauté, on va dire, c'est-à-dire cette mise en phrase de l'histoire sous la belle couverture jaune de Verdier pouvait apparaître comme une mise en défense, c'est-à-dire un espace en retrait qui était en tout cas à l'abri justement de la critique ordinaire de notre métier qui reste quand même un métier, c'est cela encore une fois sa dignité, socialement contrôlable. Voilà, pour ça qu'on fait des livres avec des notes de bas de page, etc. Celui-là n'en avait pas. C'est-à-dire on produit des savoirs nouveaux que l'on rend socialement disponibles et donc que l'on met à l'épreuve de la critique du débat. Léonard et Machiavel, c'était en 2008. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'avais une pratique ordinaire d'historien, voilà, sur les choses que La Trace et Laura retrouvent, c'est-à-dire l'histoire des villes italiennes de la fin du Moyen-Âge, que je commençais à faire de manière un peu singulière, sans doute, mais enfin, toujours, voilà, disciplinée, on va dire.
puis je commençais à écrire par ailleurs sur la littérature, et puis peut-être à éprouver, pas du tout une tentation littéraire, mais en tout cas ce que Foucault appelle le beau danger, c'est-à-dire la nécessité. C'était vraiment une nécessité d'aller risquer quelque chose dans la littérature, d'aller éprouver quelque chose dans la littérature. À ce moment-là, je pensais que, n'ayant pas de goût particulier pour la double vie, donc il ne s'agissait pas effectivement de me lancer dans le roman, mais de jouer sur le fil. Donc c'est ce que raconte effectivement Léonard et Machiavel, c'est-à-dire c'est aussi ce scrupule, dont il fait la cartographie, c'est-à-dire résister à la tentation fictionnelle. On aura peut-être à en parler parce que c'est là-dessus aussi qu'on discute, y compris avec ton propre travail, que le travail, que la littérature soit un travail de vérité, produisant des effets de vérité sur le monde, que cet effet de vérité est porteur de connaissances, et donc que la littérature comprend de l'histoire, entendant qu'elle comprend quelque chose à l'histoire qui s'est faite, et que d'une certaine manière elle la prend avec elle, j'en suis évidemment persuadé. Bien sûr, c'est une entreprise de connaissances. Bon. À ce moment-là, en 2008, je pensais effectivement que j'avais un peu fait relâcher la pression et que j'allais avoir deux manières. Une manière plus universitaire et puis une manière plus littéraire. Peut-être même j'allais avoir deux éditeurs et que j'allais comme ça distribuer les choses. Et puis ça s'est compliqué. Avec notamment Conjurer la peur, qui est un livre qui d'une certaine manière se présentait comme un livre d'histoire, mais qui en fait était écrit d'une manière au fond beaucoup plus littéraire que Léonard et Machiavel. Même s'il y avait à nouveau des notes, il était plus littéraire au sens où, je m'en rends compte aujourd'hui, Léonard et Machiavel ne construit pas tout à fait un narrateur. C'est un historien qui, à la fin de ce livre qui s'appelle Conjurer la peur, qui est sur les fresques de Lorenzetti, il y a quelqu'un qui prend le train, qui va à Sienne, qui ouvre les fenêtres, qui voit quelque chose surgir justement de l'aujourd'hui et éclabousser cette peur si ancienne. Et ce quelqu'un, évidemment, moi je dis je, mais c'est plus tout à fait moi. Et là, c'est une vraie entrée dans la littérature, me semble-t-il, parce qu'effectivement, la littérature, c'est quand même le portrait d'une voix. On s'intéresse à l'intrigue, mais on s'intéresse davantage encore à la construction d'un narrateur, je crois. Voilà, donc ça s'est un peu dégradé, pour moi, compliqué ou mélangé, donc pas dégradé. Ça s'est altéré, mais pas adultéré. Ça c'est, c'est devenu autre. Et entre-temps, le débat qui commençait justement en 2008-2009 entre histoire et littérature s'est un peu figé en canon, en discussion pour colloque, ce qui me fatigue. Donc il n'est pas exclu que j'y trouve à y réintervenir, mais comment, je ne sais pas. Pas en tout cas sur le rapport entre fiction et réel, entre invention romanesque et réel historique. Ça, je pense que ça nous fatigue. La question est plus sur l'invention poétique, en fait. J'en viens maintenant donc plus précisément à ton dernier livre, donc La Trace et Laura, que vous pourrez trouver à l'extérieur puisqu'il y a une table de librairie et puis je crois qu'il y a 3 heures de séance de signature qui sont prévues, oui, je crois. Mais il y aura des sandwichs aussi pour toi, t'inquiète pas. Alors c'est un livre qu'on peut dire, et c'est pas pour te faire rougir, on peut dire que c'est un peu un livre monstre au sens où c'est à la fois un livre excessivement précis. J'annonce qu'il y a 150 pages de notes, donc ça vous fait que 400 pages de lecture. C'est déjà...
Mais donc effectivement, c'est un livre excessivement scientifique, très précis, où on retrouve un petit peu ce que tu décrivais tout à l'heure quand tu faisais un parallèle dans ton travail avec la question de l'archéologie. On retrouve cette question-là dans plusieurs chapitres de ce livre. Et c'est un livre dont on peut parler de plein de manières différentes. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant ensemble. La manière la plus simple pour peut-être entrer dedans, c'est d'utiliser son sous-titre. Tu parles donc de l'évêque Ambroise, évêque à Milan à la fin du IVe siècle. Ça ne se présente pas dès le début, ça n'est pas une biographie d'Ambroise, mais plutôt une sorte de description de toutes les traces et de tous les héritiers ou de tous ceux qui se sont revendiqués d'Ambroise ou de sa liturgie ou de son rôle politique. Pardon, parce que je crois avoir lu que tu n'aimes pas du tout la formule, mais c'est un peu essayer de consigner de quoi Ambroise est devenu le nom, en quelque sorte. Ou alors de quelles étoffes le véritable Ambroise a été successivement le porte-manteau. Or, je trouve, moi, un peu le même biais par exemple, dans Léonard et Machiavel. À un moment, il y a tu montres de quelle manière Léonard de Vinci est devenu, pour nous, aujourd'hui, une figure très décalée par rapport à sa pensée des sciences de l'époque. Et tu précises qu'on ne peut pas rééquilibrer cette figure parce que les gens tiennent beaucoup trop à ce qu'est devenu Léonard. C'est-à-dire qu'on a besoin de cette figure-là, et tu as beau dire, voilà, elle ne correspond pas exactement à la réalité, ça ne sert à rien de vouloir rééquilibrer cette figure. Et dans ta leçon inaugurale au Collège de France, tu dis la même chose, je trouve ça très beau, sur Michelet, et ce que Michelet a fait de la Renaissance. C'est-à-dire, tu dis, voilà, Michelet a fait de la Renaissance une espèce de séquence claire, très homogène, etc., mais il en a fait une séquence tellement magnifique qu'on ne pourra pas lutter contre l'image qu'il a donnée de la Renaissance. Alors que toi, tu essayes au contraire de montrer comment la Renaissance, elle circule avec le Moyen-Âge, comment au contraire, il y a au contraire une forme d'homogénéité entre les deux périodes. Dans ces trois exemples, à chaque fois, tu fais le catalogue des discours qui recouvrent une vie donnée, ou un événement, ou une période. Alors évidemment, tu ne le fais pas du tout, et ça on l'a entendu dans ta dernière réponse, tu ne le fais pas du tout en te mettant dans la position d'un procureur qui tenterait de démêler ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui est tordu dans l'héritage, etc. Mais plutôt en considérant que c'est l'accumulation de tous ces discours qui disent quelque chose d'essentiel. Du coup, ton sujet de travail devient autant le Moyen-Âge que l'étude des différents discours sur le Moyen-Âge. Est-ce que déjà tu peux nous dire quelque chose sur cet aspect-là de ton travail, c'est-à-dire plutôt que de postuler une biographie que l'on pourrait écrire d'Ambroise de Milan, c'est plutôt de dire que non, Ambroise de Milan ne s'appartient plus, peut-être que dès le début il ne s'appartient plus, et que dès le début il est à chercher dans toutes les réappropriations. Oui, c'est exactement ça. Je te remercie de décrire la chose comme ça. Effectivement, ça nous permet de rembrancher sur cette question de l'invention poétique qui, parce qu'elle est poétique, la rend irrécusable. C'est effectivement le propre de l'invention de Michelet. On pourra toujours dire qu'on veut en finir avec la Renaissance. C'est de cela aussi dont parle le livre, d'une certaine manière, puisqu'il s'achève au XVIe siècle et il tente de montrer qu'au fond, nous sommes les filles et fils de cette rupture humaniste qui, au fond, précipite le Moyen-Âge dans un passé qui est séparé de nous, avec lequel, effectivement, on peut commercer, on peut échanger, on peut l'admirer, on peut le prélever, on peut le citer, etc. Mais on ne le continuera pas. Ce que, effectivement, pendant 1000 ans, on a cessé de faire, et depuis, effectivement, l'Antiquité. Donc, en fait, on dit que la Renaissance est la redécouverte des Antiques. C'est tout le contraire, c'est l'oubli, en fait. C'est l'oubli du passé, et donc une manière, une très hautaine de considérer, au fond, que nous n'avons pas à continuer, mais à recommencer. Le grand thème, me semble-t-il, comme le montre Mathieu Pot-Bonneville, de la philosophie politique contemporaine. Recommencer. Et ça, c'est Michelet qui l'invente. Et c'est quelque chose de très embarrassant, parce qu'effectivement, quand tu as... Moi, j'ai l'impression que ça devrait être normalement une brique qui, d'une certaine manière, rassure tout le monde sur ce qu'est effectivement le travail de l'historien avec des notes, etc. Et en même temps,
quand effectivement on bénéficie de lecteurs aussi bienveillants et aiguisés que toi, on se rend compte que toutes ces obsessions personnelles s'y retrouvent quand même. Voilà. Ce qui était le cas aussi justement de Michelet. Je ne veux pas me comparer, mais regardez ce que Jacques Le Goff écrit de Michelet. C'est magnifique. Il montre comment, au fond, l'histoire de France de Michelet est évidemment entièrement un précipité des propres obsessions, donc doit être lu en rapport et en regard avec son journal. Et à la fin, dans l'article de Michelet, de Le Goff sur Michelet, je le cite de mémoire, il dit « c'est vraiment la France et c'est vraiment lui ». Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre en même temps. Donc voilà, bien sûr qu'une fois qu'on sait que l'histoire s'écrit, on ne peut pas prétendre dire je vais faire une biographie d'Ambroise de Milan, point. Donc on s'y engage. En même temps, il y a quand même une visée de vérité. Alors, est-ce que ça veut dire que, d'une certaine manière, on peut dire, alors là, je m'aventure sur un terrain que je connais mal, mais que d'une certaine manière, tu es un enfant de Derrida, au sens où, justement, il s'agit d'avoir une méfiance extrême vis-à-vis de tous les discours. Il faut les déconstruire de manière à ne surtout pas tomber dans le piège d'une énonciation prétendument objective. Alors, un enfant de Derrida, c'est inexact biologiquement, il faut quand même faire gaffe à ça, mais un enfant du texte, comme disaient les psychanalystes, oui, bien sûr. Voilà, bien sûr, il y a une question... il y a une question effectivement enfin, comment dire, c'est pas que de la déconstruction, ou alors on a oublié ce qu'était véritablement la déconstruction derridienne. Il est certain que Derrida est quand même, au fond, là pour le coup, dans la philosophie contemporaine, ce qui est le plus infréquentable chez les historiens, parce que le plus abrasif de leur propre pratique, et j'en fais un usage assez important dans ce livre. Enfin, pas forcément le citant, mais en étant vraiment... C'est la question du nom propre. Parce que Derrida a posé cette question de ce qu'il appelle l'exorbitant pouvoir du nom. Qu'est-ce que veut dire agir au nom de? Et justement, c'était à partir du 11 septembre qu'il a commencé à réfléchir à ça, avec le problème de l'islam, l'islamisme, etc. En quoi, effectivement, agir au nom de quelque chose compromet le quelque chose au nom de quoi on agit? Même si on sait très bien qu'on le caricature, qu'est-ce qui engage le nom? Voilà. Donc, effectivement, tu le dis, c'est l'archéologie d'un nom propre. Ambroise, qui est, alors tu dis, le porte-manteau, etc., enfin en tout cas qui d'une certaine manière devient bien plus que lui-même, et j'ai jamais pu écrire ailleurs qu'à l'ombre des grands noms. C'est ma faiblesse. Mais en même temps, c'est ma manière. Cela dit, Ambroise, je m'en fous. Enfin, je veux dire, franchement, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Oui, on va y venir. On va y venir. Ouais. Donc, ouais. D'accord. Tu vas nous dire tout à l'heure que tu t'en fous. J'avais prévu qu'on termine sur ça. non, mais alors deux petites questions, donc qui sont des questions un peu marginales, mais qui concernent bien le livre, juste pour montrer l'étendue de ce que ça implique de travailler sur Ambroise. Donc là, en fait, en t'attachant à cette figure-là, tu nous montres donc cette époque qui marque la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge, le moment donc où l'Église chrétienne se structure contre l'Empire romain. Et là, on voit les Milanais qui élisent leur héros, donc Ambroise de Milan, et qu'ils choisissent pour être leur évêque. Dans ta leçon inaugurale au Collège de France, Ce que peut l'histoire, tu disais que ce qui t'intéressait, il y avait la confrontation entre la monarchie administrative de Philippe le Bel et la théocratie de Boniface VIII, cette confrontation portant sur la capacité des laïcs à s'emparer des instruments du pouvoir symbolique dont l'Église échoue à défendre le monopole. Ce que je veux dire par là, avec ces deux moments-là, c'est que là, on est au début du pouvoir de l'Église et qu'une autre borne, donc au moment de Philippe le Bel, c'est au contraire le moment où tout d'un coup l'Église commence à être contestée par les laïcs et peut-être à commencer à perdre de son pouvoir temporel. Est-ce que cette question-là, c'est aussi une question qui te passionne, c'est-à-dire de faire, en étant spécialiste du Moyen-Âge italien, en fait, de faire l'histoire
l'histoire de cette, à la fois de cette montée en puissance de l'Église et peut-être aussi de cette... Tout à fait, c'est une question qui m'intrigue. C'est une question qui, effectivement, est celle des origines liturgiques du gouvernement des modernes. Voilà, puisque je travaille en histoire des pouvoirs, nous avons une généalogie beaucoup plus ancienne et beaucoup plus embarrassante de nos pratiques, y compris nos pratiques qui semblent les plus banalement démocratiques. Prenez, par exemple, comme symptôme, simplement à l'oreille, avec quelle apparente désinvolture on va parler de tel ou tel je sais pas, président de la République qui aurait bénéficié de l'onction électorale. Onction, élection, qui sont effectivement les deux mots-clés de la théologie politique. Et pour comprendre, au fond, que le Moyen-Âge occidental, européen, parce que je m'intéresse à ça, n'a jamais, malgré l'extraordinaire puissance symbolique de la papauté, n'a jamais réalisé le rêve grégorien d'un gouvernement, disons, théocratique. Et que de cet échec-là, c'est comme... c'est la dissémination, si vous voulez, de ces pouvoirs que le pape échoue à garder dans sa main, qu'il lâche et qui parcourt le monde, en tout cas l'Europe, sous d'autres noms. Alors, cette dissémination, on peut en parler comme Jacques Derrida, on peut aussi en parler comme, je sais pas, la dissémination nucléaire, c'est-à-dire, effectivement, un moment de faiblesse de l'Empire qui crée, effectivement, les conditions d'une fragmentation politique dont l'Europe est, effectivement, y compris dans sa raison, dans sa rationalité moderne, l'héritière. Voilà, pour ça que je m'intéresse à l'Italie, qui est effectivement une terre d'empire, c'est là où il y a le pape, et c'est là où, effectivement, le pape perd la main et où voilà, des pouvoirs... Et ce sont des vieilles questions. Laïcisation, rationalisation, sécularisation, ce sont des vieilles questions de la philosophie politique, mais que je tente de ramener à moi. Et c'est pour ça, effectivement, que au fond, ce n'était pas du tout prévu. C'est un accident de la recherche, si tu veux. C'est une note de bas de page qui tourne mal, mais vraiment très mal. C'est intéressant aussi de savoir que l'histoire sert à se créer des surprises. D'un mot, quand même. Je suis historien du XVe siècle. J'avais fait, avec Julien Loiseau, ici présent, j'avais co-dirigé une histoire du monde au XVe siècle. Au XVe siècle, effectivement, il y a un laboratoire italien, mais pas seulement italien, qui crée, disons, justement, différents possibles politiques. Un des possibles, c'est quand même la République. Au XVe siècle, voilà, il y a une sorte de fleuve souterrain républicain qui trouve son point de résurgence. Par exemple, à Milan, en 1447, les citoyens veulent se passer du prince à la mort des ducs de Milan, Filippo Maria Visconti, retrouvent la bannière de ce qu'était Milan au XIIe siècle, c'est-à-dire la première commune libre d'Italie, mais ils ne le font pas au nom de la commune, ils le font au nom d'Ambroise, au nom de leur patron, de leur saint patron, qui se trouve être en plus un des 4 docteurs latins de l'Église. Donc c'est compliqué, parce qu'un père de l'Église, normalement, c'est un père de l'Église universel. Et donc, comment, effectivement, on agit au nom de quelqu'un qui va vous donner du courage? Comment, effectivement, on localise un souvenir universel? Comment on confisque, on particularise une valeur? Bon. Donc, je me suis dit, tiens, c'est assez amusant. Je travaillais à ce moment-là c'était il y a 15 ans, sur la culture politique, non, sur la croyance politique. C'est-à-dire sur la manière, effectivement, de construire, au fond, des discours d'intimidation et d'obéissance, sur la croyance politique. Et je me dis, tiens, là, il y a quelque chose qui surgit. Walter Benjamin, l'histoire, c'est d'un souvenir qui surgit au moment du danger. Là, il y a danger, pof, Ambroise. Je me dis, je vais faire l'archéologie de ce nom propre. Qui est cet Ambroise? Je savais que c'était un évêque mort en 397, mais je ne pouvais pas imaginer que l'Ambroise dont on parlait était celui-là. Je pensais que c'était un Ambroise imaginaire qu'on avait construit pour les besoins de la cause entre le XIIe et le XIIIe siècle, dans un temps que je connais quand même encore un peu, qui est mon arrière-pays, bon, voilà, qui est le passé de mon aujourd'hui, qui se trouve au XVe siècle. Donc je me dis, je vais aller tranquillement y aller, voilà. Et donc ça va me prendre 3-4 ans, quoi. C'est une petite enquête. Sauf qu'une fois... Alors, donc, vous descendez
C'est de l'archéologie. Mais vous descendez. Mais c'est pas, vous ne carottez pas le temps. Vous cherchez pas. C'est pas du pétrole. C'est comme vous descendez à la mine. C'est une mine. C'est une pente oblique. Voilà. Et donc des fois, il y a des sas. Des fois, vous dites bon, il y a un éboulis. Là, je n'irai pas plus loin. Et puis si, quand même, avec un peu d'effort, on peut aller jusqu'aux Carolingiens, au 8e siècle, 8e, 9e siècle. Où là, au fond, de toute façon, vous savez, la littérature antique, ça c'est quand même c'est tardo-antique, ça n'existe pas en fait. Enfin, je veux dire, les plus anciens manuscrits sont quand même carolingiens. Donc si on veut être vraiment désagréable, on dira que tout ça est quand même une réinvention de la Renaissance carolingienne. Bon. Et donc c'est très difficile d'aller au-delà du point de vue, parce que je faisais une histoire technique, liturgique, monumentale, philologique, donc avec la correspondance, etc. Donc là, il y a une sorte de boyau. Il faut vraiment... Et en perçant cette gangue, on va encore un peu plus loin. Boum. Et donc c'est comme ça que ça a mal tourné. C'est-à-dire que j'ai été... Alors pas tout à fait jusqu'à Ambroise. C'est comme le royaume de Carrère. Il y a un moment où on arrive au mieux 20-30 ans après. C'est-à-dire ceux qui vont dire... Et donc ça, c'était pas prévu. C'est pour ça que ça a pris du temps, et c'est pour ça que ce livre, en fait, qui est une enquête ancienne, il arrive maintenant, après les autres, exactement comme une résurgence archéologique dès lors qu'il y a un séisme. Et donc je suis obligé de le défendre par rapport aux livres qui l'ont dépassé, qui effectivement aujourd'hui dans ma bibliographie ont l'air plus anciens que lui, alors que c'est celui-là le plus ancien. Donc, par exemple, l'histoire mondiale de la France, dont tu ne parles pas, je sais très bien pourquoi, parce que tu es un nationaliste. Oui, tu es un nationaliste invétéré, mais je veux dire, et donc, si tu y viens, tu y viens. Avant, encore une toute petite dernière question, du même type que celle sur l'Église. Tu viens de citer 1447 comme étant un moment important dans l'histoire de l'héritage d'Ambroise. Mais il y a une date qui précède celle-là, c'est le XIe siècle. Tu montres comment, à l'intérieur de Milan, il y a des tensions et comment il y a aussi des tensions entre l'Église milanaise et la papauté. L'Église milanaise, elle est si marquée par le souvenir et l'apport d'Ambroise qu'elle peut être tentée par des formes d'autonomie vis-à-vis du Vatican et du pape. À ce moment-là, il y a le mouvement des communes qui va se propager. Et alors là, ça t'amène à faire tout un développement que j'ai trouvé passionnant jusqu'à l'époque contemporaine, jusqu'à la Ligue du Nord d'Umberto Bossi en Italie. Et tu montres en fait que cette défiance contre l'empire centralisateur de Frédéric Barberousse de la part des Milanais, on peut le lire de deux manières. Ça peut être à la fois donc une défiance contre quelque chose de totalisant, contre un territoire comme ça qui s'étend avec une logique totalisante, mais tu dis que ça peut être aussi récupéré en disant voilà que c'est une des premières tentatives dans l'histoire de l'unité italienne en fait. Et donc en fait ces signes-là, ces événements qui font signe ou ces périodes qui font signe sont des signes incroyablement versatiles. Oui. Et que dans le livre tu essayes de montrer à quel point faire cette histoire-là, mais tu l'as déjà dit là en parlant d'archéologie, à quel point faire cette histoire-là c'est compliqué de donner une signification à un événement puisqu'il peut presque être tout le temps Janus, avoir tout le temps deux visages. Ce sont des événements et ce sont des expériences. Ça revient effectivement à la question du trésor d'expérience dont parlait Hannah Arendt. C'est-à-dire ce sont des expériences politiques dans lesquelles effectivement on peut repuiser. Et c'est maintenant la question sur laquelle je réfléchis dans mes cours, la notion d'expérience politique, c'est-à-dire de leur durabilité, de leur scalabilité, un mot un peu compliqué, scalable, ça veut dire, c'est Anna Tsing, la grande anthropologue, qui décrit c'est le passage d'une échelle à l'autre, au fond. Et puis c'est sa réversibilité. C'est-à-dire le fait que toute expérience peut très vite, toujours, non seulement tourner court, mais se retourner comme un gant. Et quand vous y réfléchissez, là c'est le cas effectivement de l'expérience communale, les trois manières de révoquer en doute ou simplement de disqualifier une expérience, c'est de dire, un, ça ne marchera pas longtemps, durabilité, deux, ça ne peut marcher qu'entre vous, scalabilité, on ne peut pas dépasser le cadre de la cité, de la commune, de je ne sais pas quoi. Et puis 3, ça va tourner mal, mais c'est-à-dire que finalement cette expérience démocratique, elle va, ce qui est vrai,
l'histoire se terminera mal. Pour nous, biologiquement, oui, bien sûr, mais sauf que si, entre-temps, il y a eu effectivement une période dite de l'Italie communale qui dure 200 ou 300 ans, bon, c'est quand même une durée dont il faut effectivement saisir la consistance. Et sur le plan littéraire, si je peux me permettre, puisque tu me parles de Umberto Bossi, sur le plan littéraire, ce que j'ai tenté de faire ici, puisqu'on parlait de Jacques Le Goff, c'était au fond de dire, tiens, pour une fois, j'écrirai pas d'histoire du Moyen-Âge. Ça, j'en fais le serment. Je peux pas, j'écrirai pas la civilisation ou l'histoire des pouvoirs du 5e au 15e siècle. Mais quand même, je suis médiéviste. Et là, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire quand même un livre qui prend tout le millénaire, mais même au-delà, du 5e au 16e siècle. Et qui essaye de rendre sensible pour le lecteur ce que c'est pour le temps que de passer. Tout le contraire, au fond, d'une chronologie. L'histoire par date, comme on a pu la pratiquer, c'est marrant, ça produit des effets, mais ça ne produit pas l'effet de connaissance sur ce que c'est que la durée du temps. Pour comprendre effectivement ce qu'est une durée, ce qu'est une attente, ce qu'est un souvenir, voilà, on devrait normalement écrire à rebours. Parce qu'effectivement, ce dont tu parles, effectivement, c'est-à-dire Frédéric Barberousse, aujourd'hui, on le comprend en rapport avec, effectivement, les manipulations mensongères, bouffonnes de la Ligue du Nord, qui a, en 1991, parce qu'il faut quand même se souvenir que la Ligue du Nord, aujourd'hui, qui est au pouvoir, est le plus ancien parti d'Italie. Il date de 1991. Nous l'avons reçu avec stupéfaction comme une nouveauté. Et aujourd'hui, tout a disparu autour de lui. C'est ce qu'on appelle en archéologie, encore une fois, ou une géologie, une inversion de relief. Voilà, c'est-à-dire, c'est le surgissement, en fait, qui, par érosion différentielle, devient la seule éminence du jeu politique. Et ils ont tout salopé, évidemment, dans l'histoire de la commémoration de Pontida, etc., la Ligue lombarde de Frédéric Barberousse, tout ce dont je parle. Et c'est très difficile aujourd'hui de lutter contre des entreprises de remémorialisation. Alors, comment faire ? En même temps, on ne peut pas écrire de la fin, on ne peut pas écrire à rebours. Ce n'est pas possible. Alors, j'ai trouvé un petit truc dont je ne suis pas mécontent, qui est qu'il y a 5 parties, et la première, c'est 4e, 6e, deuxième, 4e, 8e, troisième, 4e, 12e, 4e, on allonge la foulée comme ça, on revient toujours à Ambroise et on s'entraîne quand même à chaque fois pour montrer quand même. Et puis à la fin, une fois qu'on a fait cet exercice, on peut faire 16e, 4e. C'est-à-dire la vraie anamnèse, repartir à contre-pente. Mais si j'avais fait ça dès le début, je pense que là, je perdais les quelques lecteurs qui me restaient. Là, tu viens de le dire, tu viens de dire comment lutter contre ces entreprises de réappropriation. Pour le coup, c'est justement ce que fait ce livre-là, à mon sens. En tout cas, c'est une des lectures possibles pour ce livre-là. On a décrit tout à l'heure, on a dit que tout à l'heure, ton effort d'écriture, c'était justement pour reconstituer une sorte de halo autour d'Ambroise, ou justement son aura peut-être, et que en fait, ça revient à examiner la part d'idéologie qui est contenue dans les discours, dans les réappropriations, dans les torsions intentionnées, mal intentionnées, etc. Dans l'histoire mondiale de la France. Dans l'histoire mondiale de la France, justement, c'est un autre livre monstre qui a déchaîné un petit peu les passions, pas simplement dans le milieu des historiens, mais de manière bien plus large, et qu'on peut décrire comme quelque chose qui était conçu comme une arme de combat contre les réductions identitaires, justement. C'était pour dire, voilà, en ce moment, aujourd'hui, dans les médias, dans certaines sphères intellectuelles et politiques, on nous parle des racines chrétiennes de la France, on nous parle d'une certaine France, etc., qui est toujours présentée de manière très mesquine et
très resserré. Et là, l'effort intellectuel qui a été fait avec l'histoire mondiale de la France, c'était au contraire de montrer que la France n'est pas isolée, qu'elle est au contraire à la croisée de quantité d'autres histoires qui la nourrissent, qui la perturbent, etc. On a le sentiment, enfin moi j'ai le sentiment que sous des dehors beaucoup moins polémiques, cette étude colossale donc sur un évêque du IVe siècle italien est en fait une autre façon d'étudier ce qui fait socle ou non, ce qui permet à un groupe d'exister de manière immatérielle aussi, c'est-à-dire ce qui va lui donner une identité. Là, en l'occurrence, pour les Milanais. Tu donnes beaucoup d'exemples dans l'introduction en disant que, par exemple, quand un journaliste sportif veut éviter la répétition de l'adjectif milanais, il peut utiliser assez facilement ambrosien, etc., en italien, pas en français. Parce que les commentateurs français... Est-ce que tu vois comme ça, est-ce que pour toi ça tient cette espèce de petit parallèle que je propose entre l'histoire mondiale de la France et ce livre-ci, c'est-à-dire est-ce que tu travailles à partir de la même inquiétude, c'est-à-dire un resserrement identitaire, un trucage des identités et le désir de montrer qu'une identité collective c'est nécessairement quelque chose de vibrionnant, nécessairement quelque chose de touffu. Oui, tu as forcément raison, puisque effectivement ce livre arrive après l'histoire mondiale de la France, donc doit s'expliquer avec lui. Même si finalement il n'y pensait pas au départ. En 2009, je faisais allusion à l'histoire du monde au XVe siècle, qui paraît en 2009, l'année d'après Léonard et Machiavel. À ce moment-là, 2009, c'est justement le début, dans la présidence Sarkozy, du débat dit sur l'identité nationale, où nous sommes, où on somme les historiennes et les historiens de partir au front, d'aller effectivement délimiter une frontière et d'aller chercher les racines de la France, qu'on espère évidemment ardemment chrétienne. Bon. Et comme toute injonction politique à faire quelque chose, ça a donné envie aux historiennes et aux historiens de faire autre chose. Cette autre chose, c'était l'histoire du monde, qui pouvait paraître comme un repli. Et d'ailleurs, on y pensait avec les amis qu'on a mobilisés avant 2009. Donc, on cherchait pas, c'était pas polémique, c'était juste effectivement parce que, au fond, en fait, ces histoires d'identité, ça nous intéresse pas. On a le droit quand même. Finalement, ça ne nous intéresse pas. L'identité de la France est le livre de Fernand Braudel. Maintenant, je l'ai lu et tout, parce que c'est pas... Enfin, je l'ai relu, j'écris dessus, parce que c'est peut-être inconséquent de ne pas se définir par rapport à ce livre qui a été si influent. Mais au début, je peux dire, en 1985, quand il paraît, j'ai 20 ans, ça ne m'intéresse pas. C'est pas mon genre. Voilà. Sans agressivité. Mais on a le droit quand même de choisir ses objets, bon, librement. Bon. Et puis, justement, je parlais d'inconséquence. À un moment, effectivement, il fallait quand même considérer que, justement, l'histoire n'était pas un repli. Elle ne pouvait pas se contenter de ne pas répondre aux questions qu'on lui intimait, effectivement, sur lesquelles on lui demandait une réponse. Donc, il ne faut pas la donner tout de suite, pas dans les termes de la question, mais à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait une réplique, que ça rejoue ailleurs, différemment. Bon. Montrer qu'il n'y avait pas d'opposition entre l'histoire nationale et l'histoire mondiale, c'est effectivement le projet de l'histoire mondiale de la France, qui, dans son titre même, dit quelque chose qui... Tu dis polémique, tu dis arme, mais pour moi, au départ, sincèrement, c'était plutôt un geste de réconciliation qui, on en était persuadé, allait nous valoir des critiques symétriques. C'est-à-dire, effectivement, des critiques en nationalisme et des critiques en mondialisme, on va dire. Finalement, l'histoire produit aussi ce que Michel Foucault appelle des effets de vérité. On a touché un nerf, et ce grand corps malade qu'est la société française a réagi de manière hémiplégique. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un côté qui a bougé. L'autre attendait son heure. L'autre n'a rien dit, n'en pensait pas moins, et cherchait la parade, la manière d'attaquer. Il l'a fait, mais différemment, mais pas ouvertement. C'est un livre qui a été traduit, adapté, etc. Partout ailleurs qu'en Europe,
une des critiques qu'on lui adresse, et qui est parfaitement légitime, c'est quand même, vous en faites des caisses sur la grandeur nationale, les instituts Pasteur, genre, voilà, franchement, et on y répond aussi. Donc c'est un livre qui était effectivement balancé, mais dont, oui, les effets du débat l'ont... Alors, tu dis c'était une arme, c'est vrai que je ne reconnais pas cette... je ne me reconnais pas dans cette... mais j'entends ce que tu veux dire. Bon, pour moi, oui, pour moi c'était aussi parce que, voilà, je le dis simplement, pour moi c'était aussi parce que, je peux dire, je travaille sur l'Italie, mais j'étais élu dans une institution qui s'appelle le Collège de France. J'avais écrit ce livre avec Mathieu Riboulet, dont je croyais sincèrement à ce moment-là que ça serait ma seule contribution à l'histoire de France, prendre date, c'est-à-dire une chronique de ces jours qui n'ont pas fait la France, mais qui ont failli la défaire. Et puis voilà. Et à la fin de prendre date, il y a au moment où on décrit la manifestation, je ne sais pas comment l'appeler, du 11 janvier 2015, arrive une phrase de Michelet, du jeune Michelet, écrivant une histoire universelle en 1834, qui est « Ce ne serait pas trop de l'histoire du monde pour expliquer la France ». Et ce livre, cette phrase-là, qui est à la fin de prendre date, est là encore une amorce, une mèche qui va prendre feu. Et ce feu, c'est l'histoire mondiale de la France. Bon. Mais fondamentalement, à un moment, vous voyez, il y a aussi cette question-là qui est de dire, bon, malgré tout, si je parle dans cette institution-là, peut-être faut-il à un moment donné dire, si c'est le Collège de la France, de quelle France c'est le Collège ? Et qu'il a été fondé en 1530, au moment où s'achève mon histoire, au moment où s'achève aussi voilà, mon histoire des pouvoirs que je fais du XIIIe au XVIe siècle, qu'il a été fondé comme une école de l'autre, que ça peut dire encore quelque chose aujourd'hui. Voilà, une école de la comparaison, une école de l'autre, de l'orientalisme, etc. Bon, voilà. Bon, donc c'était ça l'idée. Maintenant, après, comme ça a pris l'histoire mondiale de la France un tour que l'on n'attendait pas, ce livre-là prétend y répondre. Enfin, tu vois, et tu as raison, de deux manières. D'abord parce que, effectivement, ça parle de l'identité, qui n'est pas mon sujet, mais à un moment donné, bon, voilà. Et donc, on peut se dire, finalement, si vous n'avez pas compris avec Jeanne d'Arc, je vais vous le réexpliquer avec Ambroise de Milan, et là ça... Jeanne d'Arc, là, eh ben, vas-y. Ah non, justement, je l'ai passé. Non, c'était tout à l'heure. C'est ça, parce que Ambroise de Milan, ça vexe personne. Ici. À Milan, oui, hein. À Milan, c'est plus difficile. Et c'est intéressant parce que vous voyez, c'est pas le grand tailleur, hein, Milan, pas très loin quand même. Voilà. Bon. Et puis il y a aussi autre chose sur laquelle je voudrais quand même préciser une chose, pardon d'être trop long, mais l'Histoire mondiale de la France était un livre collectif dans lequel j'ai pratiquement pas écrit. La plupart des contributeurs, et même pas seulement les coordinateurs, ont plus écrit que moi. J'ai fait une ouverture qui s'appelait même pas introduction pour que, au fond, on la franchisse et on la dépasse. L'idée, c'était qu'elle soit insatisfaisante et que les journalistes se disent « Oh merde, je suis obligé de continuer à lire un peu ». Voilà, c'est-à-dire très très vite, c'est déjà derrière soi, on n'a pas appris grand-chose, donc il faut y aller voir. C'était ça mon idée, c'était la petite ruse de Coyote. Donc franchement, je ne suis pas du tout engagé dans ce livre, mon savoir historien n'y est pas engagé. Mais évidemment, mon audience, comme tu dis, l'a été. Donc après, il y a quand même un malentendu dans ce truc, c'est qu'on doit... on a voulu effectivement écrire de manière accessible, ouverte, agréable, etc. On a demandé des historiennes et des historiens de chaque spécialité de dire, voilà, tu peux faire en 15 000 signes ça. Voilà. Si on me demandait aujourd'hui de faire 15 000 signes sur Ambroise de Milan, je pourrais le faire maintenant. Mais c'est au prix de ça. Et ça, le fait que, au fond, historien, c'est pas un statut, c'est une tâche. C'est un effort, c'est un travail. Donc on peut le dire, mais à certains moments, il vaut mieux le montrer.
rappeler que c'est à ce prix-là. Oui. Voilà. Donc ce livre-là, il est exigeant, mais il explique pourquoi il ne peut pas ne pas l'être. Oui, tout à fait. Oui. Parce qu'il serait mensonger sur certaines questions de considérer que c'est facile, qu'on y va, qu'on sait, on sait qui est Jeanne d'Arc, comme on sait qui est Ambroise de Milan. Ben non. De fait, il est passionnant, quand bien même, comme moi, justement, on ne connaît absolument pas cette période-là. C'est étonnant de voir qu'on peut le lire avec un appétit et une curiosité jusqu'au bout. J'ai une toute dernière question avant de vous passer la parole, et je m'excuse parce qu'elle est tout à fait jumelle de la précédente, mais comme j'ai passé beaucoup de temps sur cette dernière question, je ne veux pas la garder pour moi. De manière très malicieuse, c'est seulement dans la conclusion du livre que tu cites le fragment de Walter Benjamin qui a donné son titre à ton essai. Et, parce que souvent, on le donne plutôt dans l'introduction, voire en exergue. Et ce fragment est effectivement très beau, je le cite là. La trace est l'apparition d'une proximité, quelque lointain que puisse être ce qu'il a laissé. L'aura est l'apparition d'un lointain, quelque proche que puisse être ce qu'il évoque. Avec la trace, nous nous emparons de la chose. Avec l'aura, c'est elle qui se rend maîtresse de nous. Alors, on ne va pas rentrer dans l'analyse. Moi, ce qui m'intéresse dans cette citation, c'est ce « nous » qui est à la fin. C'est elle qui se rend maîtresse de nous. Et ce « nous », je le trouve assez fascinant. Alors, on pourrait penser, nous, lecteurs, qu'on doit te lire, avec cet essai-là, on doit te lire en essayant de comprendre comment raccorder notre modernité à l'histoire d'Ambroise, ce qui survit d'Ambroise dans notre modernité. Mais en fait, je crois que c'est pas du tout et puis je pense qu'on l'aura compris là en t'écoutant, je crois que c'est pas du tout le bon axe pour te lire. C'est pas tant les vies posthumes d'Ambroise qui concernent le lecteur français du XXIe siècle que le fait de montrer qu'une identité collective est faite de remploi. Ce mot de remploi, tu l'utilises énormément parce que comme tu t'attaches beaucoup à certaines parties des basiliques, etc., en montrant qu'on y retrouve du matériau tiré des monuments antiques. Donc comment une identité collective, elle est faite de remploi permanent, de torsions et d'apports divers. Donc tu as déjà répondu, donc c'est pas la peine de... Non, mais la question est bien. La question est bien. Et elle débouche sur effectivement le nous, c'est-à-dire à l'issue effectivement d'une petite malice. Tu as raison de dire qu'au fond, le titre, il est juste là pour convaincre tout le monde que si l'histoire est fidèle à son programme, alors je ne vois pas quel livre d'histoire pourrait ne pas s'appeler La Trace et l'aura. Voilà. Après, s'il se trouve que c'est une citation de Walter Benjamin qui m'obsède, et Walter Benjamin et la citation, et que le petit jeu, c'est que je ne le cite jamais, sauf à la fin où je craque. Voilà. Et donc, je cite au début n'importe quoi, les tontons flingueurs, etc., la trace, l'aura, et à la fin, donc pour moi, ne pas citer Walter Benjamin en 500 pages, c'est comme... c'est la disparition, quoi. Hein. C'est comme ne pas mettre de E, c'est-à-dire, c'est vraiment... c'est presque oudipien comme geste. Bon. Mais il est quand même... Normalement, il est diffus, puis à la fin, on craque. Et le lecteur que j'espérais, en réalité, à la fin, aurait pu écrire cette phrase de Walter Benjamin qu'il ne connaissait pas pour résumer le livre. Enfin, je veux dire, cette phrase-là lui vient. Les phrases lui vinrent, comme disait Flaubert. Donc, donc ça, voilà. Oui, on écrit pour dissiper l'aura des noms propres. On écrit l'histoire pour dissiper l'aura des noms propres et pour opposer à l'aura une politique des traces. Qui est ce nous qui surgit à la toute fin de la prose de Benjamin, de cette sorte de court-circuit poétique de celui qui pensait poétiquement, disait Hannah Arendt justement. Je ne sais pas bien. C'est notre tâche aujourd'hui que de désigner ce nous, que de lui rendre une consistance. Il n'est assurément pas seulement disciplinaire, ce n'est pas non plus la communauté des lecteurs, ce n'est pas seulement une émotion d'appartenance, ça peut être plus large, ça ne se confond pas non plus
avec les nous identitaires, c'est effectivement cette incertitude qui est dans la langue même, entre la valeur inclusive ou exclusive. Si je dis nous, vous ne saurez jamais si vous y êtes. Parce que je peux dire nous les Parisiens, je suis désolé, hein. Ou nous les historiens, peut-être que certains ne sont pas historiens, ou nous, voilà. Mais je peux dire nous qui sommes ici maintenant. Voilà. Cette incertitude-là, effectivement, c'est, je pense, ce qu'inquiète l'histoire. Et donc, on en revient à ta première question. C'est-à-dire que oui, c'est depuis cette manière très singulière de faire de l'histoire que je prétends dire nous. Très singulière parce que, effectivement, consistant à défaire les continuités, à troubler les généalogies et à compliquer les appartenances. Je crois qu'il y a un micro, et je crois que nous avons 15-20 minutes maximum. Bonjour, je vais essayer de m'en sortir avec ma question de néophyte complète. Par rapport à je n'ai lu aucun de vos ouvrages, j'ai juste écouté cette conférence. Il y a deux axes qui me semblent importants pour l'histoire, la mémoire et l'oubli. Il se trouve que dans les langues sémitiques, ils sont rattachés, donc Zahar, la mémoire en hébreu, qui signifie aussi, par sa racine trilitaire, le sexe masculin, et l'oubli, j'ai oublié en hébreu, mais en tout cas en arabe, ça évoque la femme, Nissa, Ensit. Et les femmes qui sont totalement absentes depuis 1h30, à part Jeanne d'Arc, qui se déguisait en homme. Et comme vous me semblez très attaché au XVe siècle, alors comment est-ce que vous voyez un sujet ou un phénomène traité par Mona Chollet dans Sorcière, la femme, la disparition des femmes au Moyen-Âge, et leur absence du territoire de l'histoire aujourd'hui? Alors, leur absence, non, on ne peut quand même pas dire ça. Là, effectivement, Ambroise de Milan a un rapport assez singulier à la féminité. Je pourrais en parler si vous voulez. C'est quand même le théoricien de la virginité, mais de la virginité entendue comme exercice spirituel. Le livre de Mona Chollet, au fond, popularise et justement met au devant de la société des savoirs sur les sorcières et la chasse aux sorcières que les médiévistes et les modernistes connaissent bien, au fond. Enfin, je veux dire, le geste de Mona Chollet n'est pas un geste de production du savoir. C'est un geste, effectivement, de relance de ce savoir qui existait déjà devant la société, en posant une question embarrassante, qui est la question du féminicide. Effectivement, on peut se la poser à partir du moment où il y a 30 000 femmes sorcières qui sont brûlées par mais à partir du XVIe siècle, disons extrême fin du XVe siècle en Suisse, et puis essentiellement XVIe et XVIIe siècle. On parlait de Michelet. Michelet l'a quand même déjà écrit, ça, dans La Sorcière. Et juste, c'est pas pour défendre le Moyen-Âge, mais ce n'est pas une réalité médiévale. C'est précisément une réalité moderne. La chasse aux sorcières, c'est une réalité moderne. C'est une réalité, effectivement, de l'État monarchique moderne. Et le Moyen-Âge, effectivement, n'était pas particulièrement tendre avec les femmes, mais s'attaquait davantage aux sorciers et aux magiciens qu'aux sorcières. Donc, bien sûr que vous avez raison de pointer ce qui est une des avancées de la recherche aujourd'hui, et l'histoire des femmes et l'histoire du genre, qui sont deux choses différentes. Et aujourd'hui, ce contre quoi on doit plutôt lutter comme médiéviste, c'est l'idée que le Moyen-Âge a été
l'âge d'or, au fond, du pouvoir au féminin. Et plutôt ça qui est dans l'historiographie, depuis qu'on a montré que Georges Duby avait exagéré, au fond, la domination masculine au Moyen-Âge. Il l'avait exagéré pour des raisons essentiellement poétiques, parce qu'il n'envisageait pas d'écrire l'histoire autrement que comme un dévoilement. Donc il avait besoin effectivement que les choses soient cachées pour ensuite les mettre au jour. Et en réalité, l'immense travail qui, depuis les années 90, aux États-Unis, et pas seulement, autour de la question féminine au Moyen-Âge, c'est de montrer qu'évidemment les voix de femmes ne manquent pas, enfin qu'il y a effectivement voilà, le premier homme de lettres est une femme. Voilà. Le premier écrivain qui ait vécu de sa plume s'appelle Christine de Pisan, à la cour de Charles V, venait d'Italie, et c'est une femme. Et c'est pas de loin pas la première. De loin pas la première. Donc aujourd'hui, on a été tellement loin d'ailleurs dans cette féminisation du Moyen-Âge que, vous voyez, c'est toujours ces effets de balancier. Bon, on est plutôt aujourd'hui à revenir sur les critiques que les féministes américaines avaient fait à Duby et montrer qu'il y a aussi effectivement une domination masculine au Moyen-Âge. Vous voyez, les choses sont souvent comme ça balancées. Bonjour, moi j'ai une question, bon ça va un peu détonner avec le monde qu'il y a dans la salle, mais j'ai l'impression que l'histoire, le domaine scientifique de l'histoire et les historiens ont un peu de mal avec le succès et avec le succès littéraire. Et est-ce que c'est une réalité? Et j'aimerais savoir, quelle est la responsabilité finalement des auteurs, et, enfin pas forcément que des lecteurs? Le succès, c'est-à-dire le succès des autres? Non, le succès littéraire en soi, enfin le nombre, enfin par exemple l'histoire mondiale de la France, je pense que ça a été un succès littéraire quand même par rapport à d'autres livres qui sont publiés par des historiens et qui sont, qui oui. ont un intérêt, mais qui par exemple vont être moins lus que quelqu'un comme Stéphane Bern ou Laurent Deutsch. Écoutez, sur le succès, alors moi je peux parler. Alors, le succès des autres, effectivement, par exemple, je vois que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse en tant qu'acteur, justement, acteur parmi d'autres, de collectifs qui réfléchissent à l'audience de l'histoire. Par exemple, le magazine L'Histoire, dans lequel je travaille depuis 20 ans, ne sait pas traiter un livre comme celui de Mona Chollet, par exemple. Il ne sait pas, au fond, trouver la bonne distance entre... il ne peut pas vraiment le célébrer parce que, de fait, du point de vue, disons, des règles de la méthode, on n'y est pas tout à fait, mais c'est un sujet c'est quand même, ça devient un sujet de société. Mais si on le traite comme sujet de société, c'est aussi un peu dédaigneux, parce que ça veut dire qu'en fait on historicise quelque chose. Donc en fait on ne sait pas faire avec la pop histoire comme les philosophes savent faire avec la pop philosophie. Et ça c'est une vraie question. Voilà, ça c'est une vraie question et qui nous intéresse. Un nous, là encore, disons plus un autre nous. Maintenant, si vous voulez parler de l'histoire mondiale de la France, est-ce que c'est un succès? Oui, c'en est un, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vendu, on s'est mis à 140 ou 150 pour vendre, disons, le tiers de ce que Berne vend 3 fois par an. Et on nous a bien expliqué que ce genre de choses arrivait tous les 30 ans. Et que ça n'arrivera plus de sitôt. Donc oui, c'est un succès intéressant au sens où effectivement il peut y avoir à un moment une brèche dans l'ordre du temps qui fait qu'on fait le plein de la minorité. Mais ça reste quand même la minorité, on en fait le plein. Mais ça n'a rien à voir avec le truc qui tranquillement, de toute façon, quoi qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, va déferler régulièrement.
Non. Oui. Tu n'es pas d'accord? Je disais juste que le chiffre que fait l'histoire mondiale est à peu près comparable à ce que fait un Berne et que c'est une déflagration dans l'histoire. Et ma question était, est-ce que tu poses la trace et l'aura pour relégitimer ce que tu peux faire par ailleurs, c'est-à-dire pour dire à un certain nombre de gens, je vous rappelle que je ne suis pas arrivé là par hasard et que je sais aussi faire de la grosse histoire qui tâche, qui me permet de vous rappeler que lorsque je vais vers autre chose, je m'appuie sur une légitimité d'historien que vous m'avez contestée au moment de l'histoire mondiale de la France. Oui. Oui, 2 fois oui. Oui, parce que effectivement, l'histoire mondiale de la France fait, comme tu le dis, un Berne, mais je maintiens qu'il en fait un, ou un demi, je pense, ou un, d'accord, un. Et que dès lors, effectivement, il y a toute une série d'ennuis en chaîne qui se produisent. Et donc, il faut effectivement rappeler qui c'est Raoul, comme on dit dans les tontons flagueurs. Hein, voilà. Hein, on va rappeler qui c'est Raoul. Bon, et le problème, c'est que... remettre l'église au milieu du village, que la niche ne tombe pas sur le chien. Enfin, je peux continuer longtemps. Voilà. Mais évidemment, on est piégé par un écart de temporalité. C'est-à-dire que des notices pour l'histoire mondiale de la France, on avait donné aux historiennes et aux historiens 3 mois pour le faire. Là, effectivement, c'est un truc qui arrive et qui, c'est pas du chiquet. Voilà, m'a pris 15 ans. Donc ça tombe plutôt bien que je puisse faire ça. Mais de toute façon, on est quand même toujours coincé par cette question, effectivement, de la temporalité. Voilà, parce que je sais très bien que, effectivement, on peut... si on dit non, pas tout de suite, pas maintenant, je ne sais pas, je n'irai pas commenter cette actualité-là sur un plateau, ce qui est, moi, ma position. Je ne vais pas sur les plateaux télé, mais ça veut dire que d'autres y vont. Pourquoi, par exemple, à la radio, moi je vous écoute par exemple sur France Culture, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent de ma génération France Culture. Donc, après c'est peut-être... Bah non, c'est une réalité. On passe plus de temps sur Instagram que sur les podcasts de France Culture, quoi. Donc, bah oui, c'est une réalité. Oui. Alors en plus, par ailleurs, il se trouve que quand même France Culture, honnêtement, rajeunit plutôt son audience et plutôt dans une... Voilà, vous avez raison, vous avez pleinement raison. Bon, moi c'est vrai que je fais des émissions sur France Culture parce que ça, d'une certaine manière, c'est ma zone de confort. Quand j'avais fait un été avec Machiavel sur France Inter, là, je suis hors de ma zone de confort. À 7h57, faire une chronique de 3 minutes 20 à un moment où il y a effectivement, c'est un pic d'audience sur France Inter. Donc là, on parle de 2 millions de personnes. Alors, 2 millions de personnes qui se lavent les dents, qui engueulent leurs enfants, qui donnent des croquettes aux chats. Enfin bon, voilà. Mais c'est quand même ça. Bon. La télé, on pourrait en parler. Je disais que c'est un choix, si vous voulez. Vous savez, on est dans un laboratoire des cas de conscience à chaque fois, c'est un dilemme. Bon, je n'aime pas particulièrement la télé, mais j'en fais quand même, puisque je produis des documentaires, une série documentaire pour Arte. Alors vous allez me dire, c'est Arte. Quant aux réseaux sociaux, non. Voilà, ça c'est ma limite. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi parce qu'il y a un moment où il faut aussi arbitrer le temps disponible. Et là, pour le coup, non, ça je peux pas. Mais d'autres le font, c'est-à-dire qu'en fait, on est quand même... et là, par exemple, je développe un site internet au Collège de France qui s'appelle Entre-temps, où ce sont des bien plus jeunes que moi qui l'animent, mais moi je le dirige comme ça. Et puis ce site qui s'appelle Entre-temps, qui est une sorte de revue numérique des usages de l'histoire aujourd'hui, eh ben, il est présent sur les réseaux sociaux. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a la chance quand même en France. Je reviens des États-Unis, j'ai enseigné pas mal de temps là aux États-Unis le mois dernier, et vous savez, on ne se rend pas compte de ce que c'est que cet écosystème
publiques d'ailleurs. C'est parce qu'il y a effectivement des institutions publiques, le CNL, voilà, bien d'autres, qui défendent des chaînes publiques, France Culture, etc., des festivals comme ça, qui défendent toute la chaîne. Voilà. C'est-à-dire que, et bien sûr que vous pouvez dire que c'est une niche, que voilà, on parle sur Arte, on parle sur France Culture, mais vous ne pouvez pas savoir comment partout ailleurs dans le monde on envie ça. Et combien c'est fragile, combien ça tient à quelques lois et quelques prix du livre, etc. Et que ces lois, si on les défait, tout ça va disparaître. On a vu ça en Italie, par exemple. Tout ça peut disparaître très vite. Donc il faut le défendre. Il faut quand même, malgré tout, le défendre. Et au fond, c'est pour ça que les audiences, moi je ne cherche pas les grandes audiences, je cherche au fond à élargir, à partir de l'endroit où on est, à parler non pas à quelques-uns, non pas à une foule, mais à un certain nombre de personnes avec l'idée, et ça, j'entends ce que vous dites, c'est pour ça qu'il faut aussi multiplier les médias, que ça ne soit pas toujours les mêmes. Je veux bien parler à un petit nombre de gens, mais pas toujours les mêmes. Voilà. Et ça, c'est la vraie question. Ça, c'est au fond ce que j'entends aussi d'une critique qui est sous-jacente, mais les femmes, mais les jeunes, mais les minorités, mais voilà, tout ça. Et cette question-là, de la diversité, on ne va pas la ranger dans sa boîte. Hein. Je veux dire, ça sera, c'est plus fort aujourd'hui et ça sera encore plus fort demain. Voilà. Et donc, il faut le prendre à bras-le-corps. Mais tout le monde, dans toutes les institutions culturelles. Merci beaucoup, merci infiniment, Patrick, pour... Juste un mot pour vous remercier et puis pour remercier nos deux amis d'être là, vous dire aussi qu'ils vont signer, et donc Patrick Boucheron bien entendu, mais aussi Arnaud Bertina qui a relevé le défi de l'interviewer et qu'on peut applaudir. Merci Arnaud, vraiment. Plus de Friction littéraire en podcast sur olesbeaujours.fr.